De retour dans l'Africa Newsroom, Samuel Ngembok et Alfred Chango, nos éditorialistes, sont toujours avec nous. Et c'est devenu le rendez-vous incontournable des grands businessmen africains et patrons de la planète finance. Cette année, l'Africa CEO Forum organisé par le groupe de prêt Jeune Afrique et la BAD, la Banque africaine de développement, se tiendra à Genève les 16 et 17 mars. Les détails avec ce sujet de Gradiela Tchakouté. Nouveau contexte économique de l'Afrique, voilà le thème de la 3e édition du Africa CEO Forum 2015 qui se tiendra les 16 et 17 mars 2015 à Genève. Entre trajectoire économique, climat des affaires et explosion urbaine, les enjeux sont importants. Le CEO Forum qui a été créé en 2011 a été créé avec l'ambition d'être le porte-voix, de promouvoir les enjeux du secteur privé. L'objectif, c'est à la fois de leur permettre de se rencontrer pour créer des projets ensemble, pour recueillir des financements et pour essayer de faire pression sur les pouvoirs publics pour permettre de développer des politiques qui leur permettent de se développer, de continuer à se développer. Des enjeux nombreux et importants donc, d'autant plus que le forum se tiendra dans une conjoncture délicate, marquée par des crises sanitaires, sécuritaires et économiques, avec notamment la chute des cours du pétrole et des matières premières. On a pensé qu'il était extrêmement important aujourd'hui que l'on puisse parler de choses qui sont fondamentale pour le développement du continent, à savoir l'environnement des affaires. On a eu pendant 10 ans une croissance qui a été portée quand même beaucoup par le développement des matières premières, pétrole, mines, et qui, à notre sens, a limiter un petit peu les réformes à faire sur l'épanouissement du secteur privé. En se basant sur le rapport Doing Business qui établit chaque année le classement des meilleures économies du continent, le forum se penchera également sur une question essentielle. Pourquoi l'Afrique est-elle encore à la traîne? Une question à laquelle près de 800 décisionnaires emblématiques, publics et privés du continent, tenteront d'apporter une réponse. Alors messieurs, vous êtes à l'avance, ce sera le 16 et 17 mars le forum. Les participants, vous tentez de répondre à cette question. Pourquoi l'Afrique est à la traîne? Je vous donne la chance d'y répondre maintenant, Alfred. Pourquoi l'Afrique est à la traîne? C'est une vaste question, mais on a commencé de répondre déjà. On l'a vu par exemple puisque c'est la semaine de l'artisanat, on a vu ce qui se passe avec l'artisanat, c'est-à-dire il y a cette absence justement de vision de nos pouvoirs publics, de nos politiques sur l'importance justement par exemple de la modernisation et de l'industrialisation de ce secteur. Pourquoi? Parce qu'effectivement pour les États, ils ne mesurent pas toujours les véritables lieux, les véritables niches, j'y arriverai, de production ou d'investissement en Afrique. On est resté pendant longtemps toujours sur ce schéma justement des matières premières lourdes, les industries d'extraction tournées vers l'exportation, des matières premières. Alors on l'a rappelé, le pétrole, les mines et j'en passe. Et on a oublié des secteurs justement porteurs comme celui du textile, de l'agriculture, etc. Et je pense que de plus en plus, ces genres de forums sont nécessaires pour rappeler au fond aux États. Bien sûr, c'est bien de s'occuper de ces industries lourdes, mais pourquoi ne pas penser déjà aussi aux industries, par exemple, de transformation? Nous le disons souvent ici. Pourquoi ne pas accompagner les investisseurs locaux ou soutenir des investissements locaux dans des secteurs qui peuvent apporter de la valeur ajoutée en termes de création d'emplois, en termes de production, en termes de qualité justement de la production. Je pense qu'on a là quelques pistes qui montrent effectivement que les États ne prennent pas souvent ou n'ont pas souvent pris la mesure justement de ce qu'il faut faire pour ne pas rester simplement dans les industries d'extraction qui sont des industries lourdes d'ailleurs finalement. Samuel, manque de planification, manque de vision? Oui, manque de planification, manque de vision, défis structurels liés à la gouvernance, liés à l'efficacité ou à la faiblesse des politiques économiques, liées à la faiblesse de l'anticipation sur les perspectives économiques qui peuvent être reluisantes ou pas,
Et ça me permet d'ailleurs de me positionner sur les perspectives économiques qui ne me paraissent pas du tout rassurantes compte tenu d'un certain nombre de facteurs. Aujourd'hui, les indicateurs macroéconomiques sont positifs. Tout le monde parle de croissance et même dans le reportage, on parlait d'une croissance non inclusive. Et cette croissance non inclusive est peu génératrice d'emplois. Et deuxièmement, c'est une croissance qui se traduit par de profondes inégalités sociales qui relèvent, qui mettent au grand jour la faiblesse de la redistribution interne, qui est un facteur pourtant important pour élargir le marché national. Et troisièmement, c'est une croissance qui est caractérisée justement par l'accent mis sur les capitaux et non sur le travail. Ce qui fait que le travail n'est pas du tout valorisé, le travail ne supporte pas la croissance, et cette croissance qui est essentiellement liée aux hydrocarbures et aux ressources naturelles n'est pas du tout durable compte tenu des réformes qui sont en train d'être structurées au niveau international. Alors Alfred, l'Afrique, terre de croissance, comme l'a souligné Samuel et comme l'a souligné le reportage, terre d'investissement également, investissement étranger, mais le climat des affaires y est-il vraiment favorable? Alors, Amira, de plus en plus d'États africains prennent conscience justement de cette nécessité d'améliorer le climat des affaires pour favoriser aussi des investissements, en tout cas les investisseurs, les entrepreneurs locaux, mais ça n'est pas suffisant. Parce que les codes des investissements, les codes des impôts, les codes financiers, effectivement, ont souvent été imaginés, pensés, constitués en fonction des investisseurs étrangers. Et nous l'avons souvent déploré sur ce plateau pour dire, mais oui, c'est bien de faire venir des investisseurs étrangers, mais c'est encore mieux de favoriser des investisseurs locaux, des investisseurs nationaux. Je posais la question à quelqu'un il n'y a pas longtemps, il dit, mais enfin, mais moi je ne comprends pas, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas investir dans votre propre pays et pourquoi faut-il attendre dans le secteur, par exemple, de l'agriculture? Pourquoi faut-il attendre que ce soit les Chinois qui viennent ou des Américains ou des Canadiens, etc. Eh bien oui, mais eux, ils sont protégés. Nous, si nous investissons, il suffit qu'il y ait un problème demain avec quelqu'un du pouvoir ou en place pour qu'on commence à vous chercher des noises et puis après, on va vous confisquer tout ce que vous avez investi. Et donc, ça n'incite pas véritablement à investir au pays. Donc, il faut que les États aient des politiques volontaristes pour favoriser les investissements locaux, l'émergence justement d'une entreprise privée forte en Afrique qui soutiendrait effectivement ces politiques de croissance dont on parlait. Alors Samuel, nouveau contexte économique du continent, c'est le thème qui sera à l'honneur pour ce forum. Quel est ce nouveau contexte ? Le nouveau contexte, c'est à la fois les acquis obtenus par la croissance économique qui attire les investissements étrangers, mais nouveau contexte du continent aussi par rapport aux défis qui s'imposent au continent. Car il faut quand même relever que l'activité économique est cyclique. Il y a des réformes qu'il faut prendre à un moment donné pour régler un problème. Ensuite, si le problème est résolu, il faut maintenant assurer le suivi et l'anticipation pour éviter de nouvelles crises économiques. Et à ce niveau, il faut très bien voir aujourd'hui que les conséquences de l'embellie financière et économique internationale, on voit par exemple au Portugal, en Espagne, en Italie, qu'il y a reprise de l'activité économique, baisse du chômage aux États-Unis sous la barre des 5%. La question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que tout cela va bénéficier au continent ? Est-ce que la forme des économies africaines est capable aujourd'hui d'absorber cette embellie qui se dessine sur le plan international? Là sera le défi et je pense que le forum tirera certainement des conclusions et des recommandations dans cette perspective-là. Alors on a parlé agriculture et on va encore en parler avec la Côte d'Ivoire qui veut construire 2 centres de formation agricole d'ici 2016. L'objectif étant de former les jeunes aux techniques agricoles et ainsi accroître la production de cacao, d'anarcade ou encore de coton. Sujet d'Idlet Mirabel-Bissou. En Côte d'Ivoire, les autorités envisagent de mettre sur pied d'ici 2016 2 centres de formation agricole. L'objectif est de moderniser les techniques culturelles dans le pays. La construction de ces infrastructures agricoles va démarrer en 2015. L'un de ces centres sera construit à San Pedro et l'autre à Korogo.
Ce sont des projets qui sont réalisés dans le cadre du Programme national d'investissement agricole pour améliorer la productivité. La mission de ces centres sera de moderniser nos pratiques agricoles. Le centre de San Pedro sera spécialisé dans le café et le cacao, tandis que celui de Korogo se chargera du coton et de la narcade. En 2014, la Côte d'Ivoire s'est classée en tête des pays producteurs de cacao au niveau mondial avec 1 741 000 tonnes. Le pays est aussi devenu premier transformateur de la denrée en janvier 2015, devant les grandes puissances occidentales. La formation d'une nouvelle génération d'agriculteurs pour améliorer la productivité en Côte d'Ivoire sera effective en 2016. C'est une bonne chose. Ça va créer déjà des emplois. Parce que le premier pourvoyeur d'emplois en Côte d'Ivoire devrait être tout ce qu'on appelle les métiers de la terre. Nous n'avons pas de ce qu'on appelle la relève agricole, la relève paysanne. On n'a pas formé des jeunes déscolarisés à reprendre les plantations après leurs parents. La formation d'une main-d'œuvre qualifiée en matière de techniques agricoles avancées va contribuer à augmenter la dynamique de la production dans les filières cacao et anarcade en Côte d'Ivoire. Une initiative à saluer, Samuel. Oui, une initiative à saluer, c'est d'autant plus qu'on a relevé il y a un instant sur les faiblesses de l'artisan liées à la démarche commerciale. Donc je pense que si les offres de formation qui sont définies sont composites, ça permettra de régler un de ces problèmes. Mais il faut également rappeler que la Côte d'Ivoire, contrairement à d'autres économies, on l'a souvent souligné, moi aussi je suis l'un de ceux-là qui pensent que la Côte d'Ivoire a la forme de son système économique et de ses politiques économiques sort quand même du lot en Afrique. C'est un pays qui a un bon format économique, qui présente d'énormes qualités, et je pense qu'investir dans la formation des agriculteurs est un bon signal, parce qu'il faut développer quand même des techniques, il faut développer des pratiques, et si en plus au niveau de l'offre de formation, la pédagogie est simplifiée au niveau de l'agriculteur pour qu'il s'imprègne des défis auxquels il est lié dans la commercialisation de son produit, je pense que ce sera un atout majeur. Oui, parce que, Alfred, la formation de ces agriculteurs, c'est un véritable défi pour le continent africain. Mais tout à fait, Amira, hein, vous avez raison de le souligner, parce que on ne prend pas souvent conscience de cette nécessité-là. Au début des indépendances africaines, l'ingénieur René Dumont avait écrit un ouvrage célèbre, L'Afrique noire est mal partie. Parce qu'effectivement, lui, il avait conscience que le devenir du continent passait par le travail de la terre, les métiers de la terre, l'agriculture en particulier. Si on prenait tous les États africains au moment des indépendances, la Côte d'Ivoire, elle avait eu, grâce à Houphouët-Boigny, justement cette lucidité, cette vision-là, de dire le premier secteur véritablement de développement, de promotion de la Côte d'Ivoire, c'est l'agriculture. D'où cet enjeu, cette promotion justement de l'agriculture pendant toutes ces années par Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'il savait effectivement que c'est par là que viendraient des ressources et puis la possibilité de transformation du pays. Maintenant, comme l'a dit l'un des intervenants, il faut qu'il y ait la relève dans les secteurs où la Côte d'Ivoire est numéro 1 au niveau du monde, production de cacao, production de transformation des cacao et de nouveaux secteurs comme l'anacarde et puis le coton, former justement la jeunesse pour pouvoir améliorer la qualité et puis la productivité et la compétitivité justement de ce secteur-là. Je pense que la Côte d'Ivoire est dans le bon chemin, dans le droit chemin, qui devrait être justement répliqué par tous les autres pays africains. Oui, parce qu'on le voit surtout ces dernières années, Samuel, la Côte d'Ivoire fait un peu figure de locomotive, elle tracte un peu économiquement tous les autres pays de la sous-région. Oui, je l'ai déjà souligné ici, j'ai toujours dit que la Côte d'Ivoire se comporte comme un pays émergent, avec une offensive diplomatique commerciale sur d'autres pays, en signant des partenariats avec des pays qui sont moins productifs que lui. Et donc, je pense que le leadership à la tête de la Côte d'Ivoire est parfaitement conscient des enjeux globaux sur les questions de diversification, de modernisation de l'économie et de la centralité de l'agriculture dans ce processus-là.
Oui, j'ajouterais simplement, oui, allez-y. J'ajouterais simplement qu'il y a une continuité quand même de cette politique en Côte d'Ivoire, hein, depuis Félix Houphouët-Boigny, tous les chefs d'État... Il parlait d'ailleurs de grenier de l'Afrique. Exactement, voilà. Tous les chefs d'État ivoiriens avaient conscience effectivement que l'agriculture, c'était vraiment le poumon du développement de la Côte d'Ivoire. Et ils ont tous essayé du mieux qu'ils pouvaient justement d'embrayer dans ces sens-là. Et aujourd'hui, qu'on multiplie cet effort-là, c'est très bien. Et il est temps que les autres pays prennent exemple sur la Côte d'Ivoire. Absolument, il est temps. Maintenant, est-ce que la géographie présente les mêmes qualités qu'en Côte d'Ivoire dans certains pays qui sont soumis à un environnement climatique qui n'est pas toujours favorable au développement de l'agriculture? Donc je pense que ceux des pays qui ont la même cartographie agricole que la Côte d'Ivoire doivent copier, doivent dupliquer, répliquer le modèle ivoirien. Et je pense que sur ce plan, c'est la locomotive du continent. Merci Samuel d'avoir été avec nous ce soir. Merci Amira et bonsoir. Merci à vous également Alfred. Merci Amira, ça a été un bonheur d'être avec vous ce soir. Et puis merci à mes très chères téléspectatrices de leur accueil. Un bonheur partagé Alfred. Merci. C'est donc la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est pas fini, puisqu'on se retrouve demain pour une semaine toujours consacrée à l'artisanat africain. Le dossier du jour, quant à lui, sera consacré à la capitale du bronze, Ouagadougou, la capitale burkinabé. À très vite.